Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Georges Fenech était député en novembre 2015. Il a présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris et de Saint-Denis. Il signe aux éditions du Rocher, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. Un livre qui se penche sur les failles qui ont peut-être permis que l'impensable se produise, tout en refusant de désigner d'autres responsables que les auteurs des attaques et leurs commanditaires. Bonjour Georges Fenech, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors depuis ce funeste jour du 13 novembre, un certain nombre de réponses ont été apportées, notamment grâce au travail de la commission d'enquête que vous avez présidée. À vos yeux aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel et quels écueils doit éviter ce procès? Vous avez bien fait de présenter ce livre en disant qu'il s'agit d'un procès de criminels, leurs complices, qui ont perpétré ces attentats. Il ne s'agit pas de faire le procès de quiconque. Mais vous comprenez bien que le contexte va être abordé. C'est évident que les parties civiles, les familles et les victimes voudront comprendre comment tout cela a été rendu possible, comment ces individus qui étaient fichés, connus, condamnés pour la plupart, ont pu échapper au radar et traverser toute l'Europe, et ensuite, avec des armes lourdes, commettre ces attentats. Voilà, donc la commission d'enquête que j'ai présidée effectivement en 2016, composée de 30 parlementaires, a fait un travail très précis pour retracer minute par minute ce qui s'est passé et évaluer le dispositif qui n'était plus adapté à cette époque-là. C'était des dispositifs qui remontaient aux années 70-80, où le terrorisme avait un autre visage, où c'était des groupes parfaitement identifiés comme le GIA, ou la Salah, ou les FARC, je ne sais quoi encore, qui avait toujours un petit peu quelque chose à négocier. Vous voyez, il y avait des prises d'otages, souvenez-vous, les avions, etc., l'OLP, on se souvient. Là, c'était un autre type de menace, ce n'était pas des prises d'otages. C'était venu pour commettre des tueries de masse et mourir en kamikaze. Donc il fallait complètement réadapter et nos services de renseignement, qui n'étaient pas suffisamment partagés, insuffisamment coordonnés, et modifier les protocoles d'intervention des forces d'élite. Tout cela a été proposé par la commission d'enquête, 40 propositions, signées à l'unanimité des membres de cette commission, et dont j'ai la satisfaction aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'elles sont quasiment toutes mises en œuvre. Alors on va évoquer un petit peu ce qui a failli et ce qui a pu être amélioré depuis cet attentat. Mais il y a tout de même eu une prise de conscience majeure à l'époque, c'est que en fait la menace venait d'enfants qui avaient grandi dans le giron de la République. Vous évoquez Lunel dans votre livre. On parle aussi de nos voisins belges avec Molenbeek, puisque une partie des terroristes était venue de cette région. Alors aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est évidente pour tous. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour déradicaliser et avancer sur ce chemin de la déradicalisation dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années? Oui, la prise de conscience, en fait, elle existait, mais on a sous-estimé les dangers que cela pouvait générer. Ceux qui partaient, qu'on voyait partir, en Syrie ou en Irak, on se disait, après tout, tant qu'ils soient là-bas qu'ici, mais on n'avait pas imaginé qu'ils allaient revenir de cette façon-là, sous forme de commando militaire. Je crois qu'on a sous-estimé ce danger, on a un peu fermé les yeux, laissé faire, peut-être par clientélisme politique quelquefois. On a laissé monter cette radicalisation. Ne me parlez pas de déradicaliser, ça ne veut rien dire du tout. On ne déradicalise pas quelqu'un, on a tenté, au début on y a cru, on a créé des centres qui ont vite fermé. Moi, je préfère parler de désengagement que de déradicalisation. Parce que finalement, l'individu, il a un système de pensée, il a un système de croyance, un système de valeurs que nous allons condamner très sévèrement dans ses principes, mais il a le droit de penser. Il a le droit de considérer que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Il a le droit aussi, dans son fort intérieur, de se dire qu'il y a une inégalité homme-femme. Le problème, c'est le passage à l'acte. Donc, moi, je préfère parler de désengagement, c'est-à-dire l'amener à comprendre que quoi qu'il puisse avoir comme idée, même extrémiste, la violence n'est jamais un moyen de faire triompher ses idées. Et aujourd'hui, on travaille sur cela, sur ce désengagement auprès de ces individus qui se sont laissés embarquer dans cette aventure sans issue.
Alors ceux qui ont perpétré ces attentats sont morts. Il y a cet homme dont on parle beaucoup, Salah Abdeslam, qui s'est réfugié dans un mutisme depuis très longtemps, sauf une déclaration grandiloquente qu'il a eue. Mais il y a aussi tous ces autres personnages, ces logisticiens, ces passeurs, ces loueurs de véhicules et de cash que vous évoquez dans ce livre et qui ont eu un rôle tout de même majeur. Qu'espérez-vous de Qu'espérez-vous obtenir comme information? Qu'espérez-vous obtenir comme éclaircissement de ces hommes-là? Mais ce que j'espère comme citoyen, au même titre que les victimes, leurs familles, c'est de comprendre ce phénomène de passage à l'acte jusqu'au boutiste, et puis de voir la cour d'assises déterminer la responsabilité des uns et des autres qui sont impliqués à des degrés divers de responsabilité. Vous avez cité le cas de Salah Abdeslam, c'est le seul survivant des commandos. On peut encore espérer qu'il parle, qu'il s'exprime devant notamment les victimes, les familles. Rien n'est dit encore. Effectivement, il a observé un mutisme, mais vous savez, la magie de l'audience, des fois une cour d'assises, la solennité, le nombre, fait que des individus finissent quelquefois par ressentir le besoin de s'expliquer. Et puis, à ses côtés, il y aura 13 autres complices ou membres d'associations de malfaiteurs à but terroriste qui ont effectivement apporté une aide matérielle sans laquelle les actes n'auraient pas pu être commis. Et puis, il y a les grands absents. Ceux qui ne seront pas dans le box, qui sont pour la plupart quasiment sûrs morts sur des théâtres de guerre, abattus par des forces spéciales américaines ou françaises, ou morts en kamikaze, comme ça a été le cas au Bataclan, au Stade de France et devant les terrasses. Alors, dans ce livre, vous pointez aussi du doigt un certain nombre de défaillances ou de dysfonctionnements. Vous parlez notamment de la guerre des polices dans un chapitre, le fait que la BRI ait pris en charge cette opération alors que le RAID était mis de côté. Est-ce que cette guerre des polices aujourd'hui est terminée? Quels ont été les progrès qui ont été faits en matière de coordination des équipes de police? Alors, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mettre en cause les hommes qui ont été très valeureux, ceux de la BRI comme ceux du RAID, ce soir-là, et tous les services pompiers, les SAMU et autres. Incontestablement, c'était des héros ce soir-là. Il s'agit de s'interroger sur nos dispositifs et les choix qui ont prédominé ce soir-là. Effectivement, il y avait un critère qui était le critère territorial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'attentat se commet à Paris, c'est la BRI. Moi, j'ai posé la question, pourquoi on n'a pas déclenché la force d'intervention de la police nationale, la FIPN, pour retirer la conduite des opérations à la BRI, qui est une brigade anti-gang, davantage qu'antiterroriste, je dirais, même s'ils sont formés, qui fait du judiciaire. Au RAID, qui lui ne fait que ça, qui est une unité nationale, alors que la BRI est une unité locale parisienne. Voilà. C'est la question que j'ai posée. Le préfet, le ministre de l'Intérieur ont estimé que la BRI était particulièrement adaptée pour cette opération. Il y avait quand même 1500 personnes dans le Bataclan. C'est leur choix. Mais ce que je constate, au fond, c'est qu'après coup, le critère de territorialité a été supprimé. On a modifié le dispositif. Aujourd'hui, ce qui prévaut dans la désignation de l'unité qui va intervenir, c'est la capacité et la proximité avec les lieux où se commettent l'attentat. Voyez-vous ? Voilà, c'est vrai que ça posait question. Et d'ailleurs, la FIPN avait été déclenchée lors de l'attentat de l'Hypercacher, puisqu'on avait confié la conduite de l'opération au RAID. Donc il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits depuis cet attentat. Bien sûr. Il y a un autre domaine sur lequel des progrès étaient attendus, c'est la coopération européenne. Vous relatez dans ce livre comment des membres du commando se sont retrouvés en Grèce en se faisant passer pour des réfugiés syriens et comment la Grèce, si elle avait eu l'information suffisamment rapidement, grâce à une meilleure collaboration européenne, aurait pu peut-être les arrêter. À ce niveau-là, quels progrès ont été faits? C'est un point, j'allais dire, douloureux, sensible de ce dossier, parce que en fait, Abdelhamid Abaoud, qui est le planificateur de ces attentats, avait été localisé dans la région d'Athènes. Les services grecs savaient qu'il y avait par les systèmes de bornage et tout. Or, en Belgique, sa filière de Verviers est démantelée le 15 janvier 2015. Malheureusement, de ce que nous savons, les services belges n'ont pas informé suffisamment tôt leurs homologues grecs pour qu'ils prennent des mesures de sécurisation d'Athènes pour empêcher Abdelhamid Abaoud de s'enfuir. Je crois qu'ils ont été prévenus une demi-heure simplement avant le démantèlement. C'était trop tard. Et Abdelhamid Abaoud, ayant appris que sa filière avait été démantelée, il prend la fuite, il va en Syrie, il s'entraîne et il revient 9 mois plus tard à Paris. Ça, si vous voulez, c'est un problème de perfectibilité de la coopération
non seulement entre États bilatéral, mais c'est aussi au niveau européen avec Europol, qui avait encore une base d'information et de partage insuffisante à nos yeux, qui s'améliore, mais qui a besoin encore de s'améliorer. Qu'a-t-on fait en matière de contre-propagande? Parce qu'on a bien compris que parfois c'était des jeunes adolescents qui étaient convaincus par l'organisation État islamique simplement par les réseaux sociaux, simplement par Internet, dans leur chambre d'adolescents. Oui, et il faut préciser que l'État islamique, Daesh, était passé maître dans la communication à travers Internet avec des professionnels de la communication. Alors le gouvernement a réagi comme il a pu, il a créé un stop djihadisme sur Internet, etc. Mais vous savez, la meilleure manière de lutter contre la propagande, c'est l'éducation, l'école, les familles, le travail des élus sur le terrain. C'est un travail, je dirais, de repérage un peu des signaux faibles, voir quel individu est susceptible de sombrer dans cette idéologie mortifère. C'est donc un travail de tous les jours et de toute la société. C'est la raison pour laquelle la France a voté une loi de lutte contre le séparatisme, contre les excès de certains discours, rappeler les principes français de la laïcité. Donc tout cela est un travail au quotidien et qui nous prendra, je pense, au minimum une génération. Alors très rapidement, la 4e de couverture de votre livre évoque toutes ces difficultés, ces défaillances qui ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux préparé en quelques mots? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a véritablement tiré les leçons ou il y a encore énormément de choses à faire? Non, mais de ces drames, de ces tragédies, on a beaucoup appris. On a renforcé le renseignement, on a créé un centre national de contre-terrorisme sur le modèle américain après le 11 septembre. On a, comme je vous dis, adopté tous ces dispositifs. La crainte aujourd'hui, c'est encore la question des flux migratoires irréguliers et du passage à travers ces filières de certains terroristes, comme on l'a vu par exemple au Stade de France. Donc il faut renforcer les frontières extra-européennes, ça c'est incontestable. Frontex, l'agence, a été renforcée en effectif. Et nous attendons effectivement qu'il y ait une meilleure sécurisation des frontières extra-européennes pour éviter de voir arriver ces terroristes par le canal de la filière migratoire. Merci beaucoup, Monsieur Fenech. C'est déjà la fin de cet entretien. Tout de suite, l'information continue sur France 24. Daniel Pseny, vous avez été victime vous-même lors des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Et c'est vous qui avez d'ailleurs filmé la fuite des spectateurs du Bataclan. Je suis tétanisé. Je suis debout, immobile, je sais pas ce qui se passe. Je suis un morceau de bois à ce moment-là. On sent que la réflexion se focalise que sur une chose, aider ceux qui souffrent. 22h01, un documentaire bouleversant à voir sur France 24 et france24.com.